Donc, mon nom, c'est Isabelle Carrier. Je suis consultante de programme. Donc, on va commencer. Donc, tout d'abord, on va commencer par se présenter. Qui sommes-nous? Donc, Normes d'accessibilité Canada, c'est une organisation fédérale publique créée en 2019 en vertu de la loi canadienne sur l'accessibilité. Donc, Normes d'accessibilité Canada, c'est une organisation dont le mandat est d'élaborer et d'examiner des normes d'accessibilité pour les ministères fédéraux, les organismes du gouvernement du Canada et puis les organismes fédéraux du secteur privé. Les normes qui seront élaborées et examinées vont établir la façon dont les organismes mentionnés pourront prévenir, identifier et éliminer les obstacles à l'accessibilité. Le principe « rien sans nous » est vraiment au cœur de notre mandat. Pour faire une petite vue d'ensemble, Normes d'accessibilité Canada est mené par un conseil d'administration. Donc, ce n'est pas comme les ministères réguliers, entre guillemets, si on veut. La majorité des directeurs de ce conseil d'administration-là sont des personnes en situation de handicap, puis ils représentent la diversité de la société canadienne. Donc, et ces postes de directeurs-là, c'est des postes à temps partiel, puis ils sont pourvus par le gouverneur en conseil. Au sein du ministère même, pour l'élaboration des normes d'accessibilité, ce sont des comités techniques qui sont en charge de cette élaboration-là. Ces comités-là sont composés d'experts, de personnes en situation de handicap, puis des représentants de l'industrie, selon la norme qui est créée. Et puis, les normes vont être publiées et soumises à la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées. Et puis, ce ou cette ministre-là va envisager de les rendre obligatoires en les adoptant à titre de règlement. Donc, c'est dans le contexte de notre organisation que se retrouve notre programme de subventions et contributions qui finance des projets de recherche. Donc, si on plonge dans le cœur du sujet un peu, notre programme de financement s'appelle « Avancement de la recherche sur les normes d'accessibilité ». Le titre du programme est quand même assez explicite. On finance des projets de recherche qui éclairent l'élaboration des normes de l'avenir, donc qui portent sur les normes d'accessibilité. Quatrième diapo. Le but de notre programme de subventions et contributions, c'est de soutenir une recherche diversifiée qui va permettre de repérer et d'éliminer les obstacles à l'accessibilité, puis de prévenir de nouveaux obstacles. Le tout en éclairant l'élaboration de la prochaine génération de normes modèles qui relèvent la responsabilité fédérale. Les petites notes, les domaines de responsabilité fédéraux, ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, c'est par exemple les programmes, services et activités du gouvernement du Canada, les immeubles fédéraux et les parcs nationaux, les organismes du secteur privé comme les banques, la radiodiffusion, télécommunications, réseau fédéral de transport. Ça n'inclut pas des organismes sous réglementation provinciale ou municipale comme les soins de santé, le logement, l'éducation, les transports en commun, les centres commerciaux, les feux de circulation. Donc, ça va être vraiment des projets d'accessibilité axés sur des domaines de responsabilité fédérale. Les objectifs du programme. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est collaborer avec une multitude de personnes et d'organisations au Canada pour soutenir la mise en place d'un réseau national d'expertise en accessibilité. Donc, ces organisations-là, ces personnes-là, c'est vous. On veut que les projets tirent parti de l'expertise d'experts de partout au pays. Le deuxième objectif, c'est de consulter les personnes en situation de handicap et d'autres experts, et puis aussi d'autres personnes et organisations en vue d'orienter les plans de recherche. Donc, comme mentionné plus tôt, rien sans nous, c'est vraiment au cœur de notre mandat. C'est important pour nous que les personnes en situation de handicap fassent partie de la recherche et des solutions pour les normes qui les concernent, puis aussi pour qu'ils soient reconnus comme experts en la matière, puis que leur expérience vécue soit reconnue comme une expertise. Puis on veut aussi que les projets tirent parti de différents secteurs et domaines pour assurer un projet bien équilibré puis soutenu par des données probantes. Finalement, le troisième objectif, c'est d'identifier et partager la recherche, l'information, les meilleures pratiques, puis les outils liés aux obstacles puis aux normes en matière d'accessibilité. Donc, on veut que les résultats de ces projets de recherche-là qu'on va financer soient accessibles à tous les Canadiens. Donc, bien que les projets de recherche doivent porter sur les domaines qui relèvent de responsabilité fédérale, on sait aussi que ces projets-là vont être transférables sur bien d'autres domaines. Donc, ça va devenir des ressources extraordinaires pour contribuer à ce que le Canada devienne plus accessible. Cinquième diapo. Puisque Normes d'accessibilité Canada a été créée en vertu de la loi canadienne sur l'accessibilité, les projets de recherche vont également avoir un lien avec celle-ci.
Puis, on se base sur les secteurs prioritaires de la loi, donc qui sont l'emploi, l'environnement bâti, les technologies de l'information et des communications, les communications, autres que les technologies, l'acquisition de biens, de services et d'installations, la conception et la prestation de programmes et de services et le transport. Donc, quand on va lancer des appels de proposition, on va avoir des domaines de recherche prioritaires qui vont être choisis, qui vont être tirés de ces secteurs de la loi-là. Donc, le projet va devoir porter sur un ou plusieurs de ces domaines de prioritaires de recherche. Les domaines, ça va soit toucher un secteur de la loi dans son intégralité, par exemple, un des domaines va être l'emploi ou le transport, tout simplement, parce que dans ce cas-là, on veut laisser libre cours aux demandeurs de choisir ce qu'ils veulent soumettre comme projet. Est-ce que c'est un projet général ou s'ils veulent s'attarder sur un élément particulier? Les domaines de recherche d'un appel de proposition, on peut aller aussi chercher un élément spécifique, un lien à un secteur. Par exemple, lors de l'appel de 2021-22, l'un des domaines prioritaires était l'environnement bâti axé sur les édifices patrimoniaux. Fait que dans ce cas-là, on n'aurait pas accepté un projet traitant de l'environnement bâti général. On cherchait spécifiquement des projets sur les édifices patrimoniaux et leur accessibilité. Prochaine diapo. Ça, c'était la vue d'ensemble du programme. Donc là, je vais aller un peu plus en détail puis parler brièvement des critères d'admissibilité. Évidemment, c'est bien beau de parler de notre programme puis de qu'est-ce qu'il fait, mais est-ce que vous pouvez faire une demande? Qu'est-ce qu'il faut pour faire une demande? Donc, je vais toucher à l'admissibilité des demandeurs, des projets, des activités, puis des coûts. Puis c'est aussi à noter que tous ces renseignements-là, dont ceux que j'ai mentionnés plus haut, c'est disponible sur notre site web. Puis lorsqu'on lance un appel de proposition, toutes ces choses-là, tous les critères d'admissibilité, tout le but du programme, l'objectif du programme, c'est tout disponible en ligne. Donc, les organismes admissibles, qui peut soumettre une demande, finalement? L'organisation qui soumet une demande doit être une des entités juridiques au Canada suivantes. Donc, un établissement de recherche ou d'enseignement, par exemple une université, un organisme à but sans lucratif, un organisme sans but lucratif, pardon, et puis ça, évidemment, ça inclut les organismes de personnes en situation de handicap de toutes sortes, les organismes autochtones, y compris les conseils de bande ou tribal ou tout autre organisme autochtone indépendant, les organismes municipaux, provinciaux ou territoriaux, excepté les gouvernements. Donc, si vous êtes un chercheur, la demande doit être faite au nom de votre organisme. Puis c'est à l'organisme que le financement est accordé. On ne finance pas les individus directement. Si votre organisme est situé au Québec, donc pas mal tout le monde ici, si on finance le projet que vous proposez, la seule étape de plus, c'est que vous devez obtenir l'approbation du gouvernement du Québec avant de pouvoir accepter le financement. C'est en lien avec la loi sur le ministère du Conseil exécutif. Donc, tout ce que ça implique, c'est que le gouvernement du Québec se doit d'approuver l'entente de financement des projets avant sa signature. Puis, si vous êtes sélectionné pour un projet, on vous fait parvenir les démarches à suivre pour cette étape-là, il n'y a pas de problème. Prochaine diapo, je vais parler un peu des projets même. Donc, un projet admissible, à quoi ça ressemble? Votre projet de recherche doit contribuer aux buts et aux objectifs du programme, dont on a parlé tout à l'heure. Les projets doivent porter sur au moins un des domaines prioritaires de recherche de l'appel de proposition spécifique. Encore une fois, j'en ai parlé tantôt. Vous devez aussi avoir un partenariat avec au moins un organisme qui va vous aider à réaliser votre projet de recherche. Les partenariats peuvent couvrir plusieurs secteurs ou disciplines. Les partenariats doivent encourager la participation des personnes en situation de handicap. Puis le but de ces critères d'admissibilité-là, c'est d'encourager et de favoriser la création de réseaux nationaux d'experts en matière d'accessibilité. Puis comme j'ai mentionné plutôt, que les projets de recherche soient bien roulés puis que ce soit sur des données programmes. Par exemple, quand je parlais plus tôt qu'il y avait eu un appel sur l'environnement bâti axé sur les édifices patrimoniaux, bien, un partenaire, oui, un organisme de personnes en situation de handicap, évidemment, parce que c'est ça qu'on recherche, mais un partenaire peut aussi être, par exemple, des architectes spécialisés, dans la databilité des environnements patrimoniaux. Donc, si vous faites une demande de financement de 100 000 $ au moins par année, vous devez avoir au moins un partenaire.
évidemment, vous pouvez en avoir plus, mais le minimum, c'est un partenaire. Puis si vous faites une demande de plus de 100 000 par année financière pour votre projet, vous devez avoir au moins 2 partenaires, puis un d'entre eux doit être un organisme national de personnes en situation de handicap. L'exception dans cette catégorie-là, c'est que si vous, votre organisme, vous êtes un organisme national de personnes en situation de handicap, bien là, vous n'avez pas à trouver un autre partenaire de même nature. Ou si vous êtes un organisme autochtone, vous n'avez pas non plus à chercher un partenaire national. Le projet doit également respecter toute autre exigence indiquée dans l'appel de proposition. Par exemple, il y a une durée minimum et maximum pour un projet, il y a un montant de financement maximal qui peut être accordé, des choses comme ça, mais ça, comme j'ai mentionné, c'est tout disponible en ligne quand un appel de proposition est lancé. Isabelle, oui. On avait juste une question en cours de Guylaine. Guylaine, je t'inviterai à activer ton micro. Oui, c'est fait. Alors, bonjour à tous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ma question est la suivante. Peut-être que je n'ai pas tout bien saisi à qui ça s'adresse principalement, mais ma question est la suivante. Nous étant un centre de réadaptation qui fait partie du CIS de la Montérégie-Centre, donc on est parent public, est-ce que nous, on peut cadrer dans ce type de projet-là? Est-ce qu'on peut déposer des projets tout en étant en partenariat, évidemment, avec d'autres organisations? Oui. Est-ce que vous êtes Est-ce que vous pouvez répéter, pardon, quel type est-ce que vous êtes à but non lucratif? Non. Nous, on est gouvernemental, on est parapublic, on est comme un CIS ou un CIUS. Donc, tout ce qui est centre de réadaptation, hôpital, etc., est-ce qu'ils peuvent déposer des demandes à cet effet-là? Parce qu'on est gouvernemental, donc peut-être qu'on ne peut pas parce que c'est dédié aux organismes à but non lucratif ou privés. Là. C'est une très belle question, puis j'espère que Dana peut m'aider à répondre un peu. Oui, si je peux me permettre. Vas-y. Il peut juste avoir un demandeur pour une demande. Donc, le demandeur doit être éligible. Donc, toute la liste, quand on fait un appel de proposition, la liste des organisations qui sont éligibles. Si l'autre demandeur n'est pas éligible, maintenant, si vous n'êtes pas éligible, est-ce que vous pouvez faire un partenariat avec quelqu'un qui est éligible qui va faire une demande? C'est ce que je disais, dans le fond, c'est que si on s'associe avec un organisme à but non lucratif, à ce compte-là, la demande, est-ce qu'elle doit être faite au nom de l'OBNL à ce compte-là ou pas réellement? Oui. Le demandeur doit être éligible. Oui. OK. Donc, ce serait... Oh, excuse, Dana. Pour nous, on va analyser l'admissibilité de la personne, de l'organisation qui a fait la demande. Donc, c'est la personne qui est éligible, l'organisation qui est éligible qui doit déposer une demande. Et elle peut faire des partenariats avec d'autres organisations, mais le demandeur doit être éligible. C'est clair. Ouais, ça fait qu'à ce moment-là, votre partenaire ferait la demande, c'est aussi à eux que les paiements seraient versés. OK. Très bien, merci. De rien. S'il y avait une autre question avant que je passe, il n'y a personne d'autre avec la main levée, tant qu'à avoir une pause, non? Okay. Non, c'est bon, Isabelle, tu peux continuer. OK, parfait. Donc, je vais passer, je vais rentrer encore un peu plus dans des détails, les activités de recherche admissibles dans le cadre du projet. Là, je sais que ma diapositive, elle est bien remplie parce que l'éventail d'activités admissibles est quand même assez grand. Je ne lirai pas toutes les activités. Je pense qu'Aurélia a partagé la présentation PowerPoint, si je ne me trompe pas. Ou on peut la partager après? OK. On pourrait la partager après. Mais ce sont généralement des activités qu'on retrouve habituellement dans le cadre d'un projet de recherche. Si on prend la première, par exemple, l'évaluation de connaissances actuelles et l'identification des lacunes, c'est une analyse de l'environnement. Si on va dans d'autres exemples, examiner, évaluer et synthétiser les données probantes actuelles ou même comprendre l'expérience vécue et la signification de l'accessibilité. C'est toutes des activités normales, entre guillemets, d'un projet de recherche. Pour préciser, la liste qu'il y a là, c'est juste des exemples. Il y en a d'activités admissibles, il y en a bien d'autres. Je vais peut-être passer plutôt à des activités non admissibles. Des fois, c'est plus facile de parler de qu'est-ce qui est pas admissible que qu'est-ce qui l'est.
Donc, ce qui n'est pas admissible, ce sont les principales activités que votre organisme mène actuellement. Donc, ici, on parle des opérations courantes qui ne sont pas liées au projet. Donc, on ne peut pas vous financer en général, on finance vraiment un projet. Les projets d'infrastructure locale ou de rénovation, par exemple, la construction d'une rampe pour rendre un édifice admissible. Ce n'est pas admissible parce que notre programme est strictement pour des projets de recherche. Il y a beaucoup d'autres initiatives qui financent des projets d'infrastructure comme ça. Ensuite, en troisième, l'élaboration de normes. Donc, c'est ici que c'est un peu important la différenciation. Les projets doivent informer l'élaboration des normes et non pas les créer. Ça veut dire que les projets doivent combler des lacunes et émettre des recommandations puis des pratiques exemplaires qui vont être utilisées lorsque les normes vont être élaborées par les organismes d'élaboration de normes accrédités. Donc, évidemment, Normes d'accessibilité Canada en est une, mais il y a d'autres organismes aussi à travers le Canada qui élaborent des normes. Donc, on ne veut pas que votre projet soit « voici une norme que vous pouvez élaborer ». C'est vraiment « voici des informations qui vous manquent sûrement pour qu'une norme soit complète et inclusive ». Ensuite, le quatrième point, le développement d'outils comme des applications ou d'autres technologies, ce n'est pas admissible parce qu'on finance des projets de recherche et non pas un développement. C'est comme des applications sur le téléphone, par exemple, pour savoir si un parc est accessible aux chaises roulantes. Ce ne serait pas admissible. Je vois que, Guylaine, vous avez une question. Oui, j'ai encore une question. Hey, on est là pour ça. Écoutez, nous, à quoi je pense, c'est que nous, on appelle ça un outil, là, mais en soi, là, c'est des fiches de normes d'accessibilité qui ont besoin d'être mises au goût du jour. Okay. Puis qui touchent évidemment toute l'accessibilité en lien avec la déficience visuelle sur divers aspects. Ça peut être extérieur, intérieur, etc. Okay. Je me demandais, ça probablement que ça pourrait cadrer parce que c'est en lien avec des normes, mais qu'il manque encore des choses à mettre à jour. Est-ce que, selon vous, ça serait recevable? Ça dépend de comment c'est formulé. Fait que si c'est vraiment un outil, c'est différent, mais si c'est plus un set de recommandations, ça, c'est différent. Les recommandations puis les pratiques exemplaires, ça, c'est admissible. Oui, c'est des recommandations. C'est vraiment des recommandations qui sont basées sur soit des normes, oui, qui existent, mais en soi, il y a des choses qui n'existent pas. Donc, c'est l'expertise de nous et de d'autres organismes qui ont créé ces fiches-là. Oui. Fait que des recommandations comme ça, c'est admissible. C'est vraiment, quand on parle d'outils, là, c'est vraiment développer une application, comme je dis, sur le téléphone. Que si, mettons, le projet fait une recherche sur un parc accessible aux chaises roulantes, il y a le projet, puis avec ce projet-là, on va développer l'application. Bien là, l'application n'est pas admissible. Ou d'autres technologies, ou développement, comme avec le prochain point, un développement d'activités de formation. Le but du projet, c'est pas ça. C'est pas de former les gens à je sais pas, là, avoir des... Dans le fond, mettons, donner des formations pour ces normes-là, ça ne serait pas accessible. C'est ça. C'est bon, ça répond à ma question. Si je peux me permettre, oui, vas-y, Dana. Je peux me permettre d'ajouter quelque chose. C'est toujours, ça revient un peu à comment vous présentez. C'est sûr que vous ne voyez pas notre formulaire de demande. Si on revient au diapo à des pages plus tôt, c'est toujours de pouvoir justifier que votre projet va rejoindre les objectifs du programme. Donc, qui est d'informer le développement ou la création des normes d'accessibilité. Donc, c'est les liens que vous allez faire pour justifier votre demande de financement. Donc, si c'est trop spécifique, des outils que c'est juste votre organisation qui peut utiliser, les chances sont vraiment limitées que ça soit admissible. Et de deux, une des exigences du programme, c'est que quand on finance un projet, un des produits à la fin, c'est un rapport de recherche. Et ce rapport de recherche doit être rendu public et disponible publiquement. C'est ce qu'on dit, c'est une exigence qu'on met dans l'entente de financement.
encore si c'est trop spécifique à votre projet ou votre organisation, est-ce que ça serait utile à quelqu'un d'autre? Et puis, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez partager publiquement? Donc, c'est vraiment les liens avec nos objectifs parce que nous, on va généralement, on essaie d'être le plus clair possible quand on lance un appel de proposition, c'est quoi les exigences, les questions qu'on pose, parce que c'est l'information que vous allez nous fournir pour nous permettre de faire une analyse de votre demande et pouvoir prendre une décision de financement. Oui, merci. Non, ça compte totalement parce que nous, on diffuse nos informations pour que le plus de personnes puissent les utiliser. Donc, c'est pas parfait. Merci. De rien. Donc, la dernière activité de recherche non admissible, en fait, en gros, c'est tout ce qui ne relève pas de responsabilité fédérale. C'est des activités liées à des projets qui ne relèvent pas de responsabilité fédérale. On en a parlé plus tôt, par exemple, les services de santé provinciaux, les feux de circulation, les trottoirs, etc. C'est certain qu'il y a des projets qui vont être transférables à d'autres secteurs. On ne se le cachera pas, puis c'est bénéfique, mais le domaine sur lequel le projet doit être centré doit relever de compétences fédérales. Si je prends l'exemple plutôt l'environnement bâti axé sur les établissements du patrimoine ou les édifices patrimoniaux, c'est sûr que ça devait être centré sur les édifices patrimoniaux fédéraux parce que notre programme est pour ça, mais on s'entend que c'est certain que les projets de recherche vont pouvoir s'appliquer aux édifices patrimoniaux provinciaux, municipaux, locaux, mais le projet même doit examiner des édifices fédéraux. Donc, oui, il y a une autre question. Oui, désolée, je cherchais ma souris. C'est correct. Est-ce que c'est le même principe aussi pour les autres thèmes? Là, j'ai noté emploi, oui. Tout ça. Donc, ce serait des emplois fédéraux? Oui, c'est ça. Mais comme je dis, on le sait très bien que ça va être transférable. C'est juste dans votre projet sur l'emploi, il faut que vous examiniez le secteur fédéral. Okay. Ou si vous faites le projet, il faut que vous démontrez, soit que vous faites la recherche sur le secteur fédéral ou vous démontrez comment est-ce que ça va être transférable au secteur fédéral. Donc, des emplois au gouvernement fédéral, quand vous dites le secteur fédéral? Oui, ou la fonction publique. Là. OK. Ouais. Okay. Merci. De rien. C'est comme je dis, j'insiste sur ce point-là, mais c'est sûr que ça va être transférable, mais c'est juste la manière, comme Dana m'a dit plus tôt, la manière que vous présentez le projet. Et les liens que vous faites dans votre demande, parce que comme on le voit, oui, il y a plusieurs domaines qui sont transférables, mais ce n'est pas à nous, lors de l'analyse, de faire imaginer comment ça peut être transférable. C'est au demandeur de présenter et d'expliquer, de justifier c'est quoi le lien. Parfait. Merci. Donc, c'était tout pour les activités de recherche. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter pour les exemples? Ce sont des exemples d'activités parce qu'on essaie quand le programme a été créé, on nous a suggéré de mettre des exemples d'activités qui pourraient être financées. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir toute une liste et puis la recherche, on peut imaginer qu'il y a la place pour l'innovation. Donc, l'idée, on ne veut pas non plus mettre une boîte là, il faut s'en tenir à une boîte d'idées, de suggestions qu'on a fait. Donc, on est ouvert à des idées créatives et tout ça. L'essentiel, c'est que ça s'aligne ou ça cadre dans l'appel de proposition et ça répond aux objectifs. Exactement. C'est pour ça qu'on a insisté un peu plus sur les activités non admissibles plutôt que celles admissibles, parce qu'admissibles, on aurait pu passer un autre 15 minutes juste là-dessus. Donc, je vais passer au sujet qui en intéresse sûrement plusieurs, les coûts et les dépenses admissibles au financement, parce que quand on parle de programme de financement, on parle de sous. Et puis, qu'est-ce qu'on peut se faire rembourser pour le projet? Donc, les activités admissibles au financement doivent être en lien avec le projet. C'est la même chose pour les coûts et les dépenses. Ça doit être les coûts et les dépenses en lien avec le projet. On a 8 grandes catégories de dépenses admissibles au financement sur notre programme. La première, c'est les frais généraux. Donc, ça comprend les coûts liés aux fonctions administratives ou opérationnelles de l'organisation pour soutenir les activités du projet. C'est par exemple les frais postaux, les services téléphoniques, les services de TI, l'aide fournie par le siège social, parce qu'on s'entend qu'on sait qu'il y a quelques activités qui doivent se passer du côté administratif pour que le projet ait
ait lieu. Par contre, les frais généraux, c'est seulement, ça ne peut pas dépasser 15% du financement total du projet demandé à Normes d'Accessibilité Canada. La deuxième catégorie, c'est les honoraires et services professionnels. Donc ça couvre les honoraires et les frais pour les services et l'expertise que vous allez chercher en dehors de votre organisation, comme les consultants, les partenaires, l'expertise technique, la vérification. Donc, si vous avez un partenaire, par exemple, je ne sais pas, là, un exemple comme ça, que vous payez un expert... mon Dieu, j'aurais dû m'écrire des exemples dans mes notes. Hein? Un expert en lecteur d'écran pour les personnes avec une déficience visuelle. Si ce n'est pas une expertise que vous avez, vous devez le payer pour faire un peu de recherche. Ça rentre là-dedans. Aussi, si vous demandez plus de 300 000 de financement, vous devez fournir des états financiers vérifiés. Donc, les frais pour un service de comptable pour le projet entrent dans cette catégorie-là. La troisième, salaire, avantages sociaux et honoraires pour les employés, assistants de recherche, travailleurs occasionnels. Ça, c'est pour le personnel de votre organisation que vous payez pour faire le projet. Il faut noter juste un petit détail dans cette catégorie-là. Dans les salaires, on inclut également les indemnités de remplacement de salaire. Oh, il y a une faute d'orthographe. Pour les organismes à but non lucratif. Soit le coût pour remplacer un employé temporairement pour qu'il puisse participer au projet de recherche pour un maximum de 50% de son salaire pour chaque année du projet. Toutefois, ces indemnités-là sont offertes seulement aux organismes à but non lucratif et les partenaires. Les chercheurs qui occupent un poste universitaire dans un établissement postsecondaire ne sont pas admissibles à l'indemnité de remplacement de salaire. Tous ces détails-là, je sais qu'ils ne sont pas dans ma diapo, mais ça va être... c'est sur le site web, quand l'appel est lancé, il n'y a pas de problème. L'autre coût admissible, coût de formation du personnel et de perfectionnement professionnel, évidemment, ça doit être en lien avec le projet. Donc, une formation qui n'aurait pas eu en dehors du projet. Une autre grosse catégorie, c'est les coûts liés aux participants. Donc, par exemple, c'est des coûts de mesures d'adaptation pour inciter les personnes en situation de handicap à participer aux activités de recherche, tout honoraire qui aurait versé en échange de leur expertise et leur participation. Donc, si vous voulez payer les personnes en situation de handicap pour participer à des études sur le terrain ou le coût lié au déplacement des participants vers un site spécifique, ça rentre là-dedans. Le coût des matériaux, de l'équipement et des fournitures, par exemple l'achat de logiciels spécialisés pour soutenir les activités du projet. La 7e catégorie, c'est les frais d'impression et de communication. Donc, par exemple, les frais de traduction du rapport de recherche, parce que le rapport de recherche doit être soumis dans les 2 langues officielles. Et la dernière catégorie, c'est les frais de voyage. Encore une fois, ce sont des voyages qui doivent être en lien avec le projet. Par exemple, participer à une conférence qui va vous permettre de recueillir des données probantes pour votre projet. La seule chose, c'est que les déplacements internationaux doivent avoir une approbation. Vous devez obtenir une approbation au préalable. Donc, si on parle de dépenses admissibles, il y a évidemment des dépenses non admissibles qui sont pas mal toutes liées à est-ce que ça a un lien avec le projet? Non, ce n'est pas admissible. Donc, par exemple, les coûts encourus pour soutenir le financement de base, donc pour les opérations quotidiennes de l'organisme, ça, ce n'est pas admissible. Le salaire des employés qui ne participent pas au projet, les frais généraux qui ne se rapportent pas au projet, les frais professionnels comme les cotisations syndicales, les frais d'adhésion annuelle, les frais de certification, des dépenses pour les boissons alcoolisées, des dépenses pour des terrains et bâtiments, et puis les salaires de chercheurs qui occupent un poste universitaire dans un établissement postsecondaire. Donc, après tout ça, bon, vous êtes admissible, vous avez un beau projet, il vous reste juste à soumettre une demande. Comment vous faites ça? Donc, tous les détails sur les renseignements que vous devez fournir dans votre demande, comment déposer votre demande, puis les lignes directrices pour l'appel de proposition, comme j'ai mentionné 45 fois, c'est tout disponible en ligne lorsque l'appel de proposition est lancé.
je sais qu'il y en a un ou deux d'entre vous qui ont peut-être soumis une demande au préalable. On a décidé d'aller vers une formule différente, une formule de déclaration d'intérêt pour nos prochains appels de propositions ouvertes. Le formulaire de demande est assez détaillé, puis on a voulu réduire le fardeau sur les demandeurs. Donc, au lieu de remplir 45 000 pages de demande pour un projet que vous ne savez pas si vous êtes financé, la première étape de notre nouveau processus, ça va être de présenter une déclaration d'intérêt. Donc, ça va être juste de remplir un formulaire plus court, juste nous donner des informations générales sur le projet. Donc, décrire le projet, quel domaine de recherche prioritaire vous touchez, répondre un peu comment ça répond aux exigences du programme, comment les personnes en situation de handicap vont participer, comment vos partenaires vont participer, puis le coût estimé de votre projet. Donc, on demande des réponses brèves, mais quand même assez précises parce qu'on va évaluer toutes ces déclarations d'intérêt reçues-là. Donc, à la suite de cette évaluation-là, donc je ne dis pas on compare tout le monde ensemble, mais on évalue toutes les demandes reçues. Puis ensuite, un certain nombre de projets vont être choisis, puis ces organismes concernés-là vont être invités à soumettre une proposition de projet détaillée. Ça ne veut pas dire que les projets seront automatiquement financés si votre déclaration d'intérêt est choisie. Ça veut dire que c'est des projets qui sont intéressants puis sur lesquels on a besoin de plus de détails avant de prendre une décision de financement. Donc, si vous avez déposé une déclaration d'intérêt, ça a été choisi, on va vous demander de remplir un formulaire de demande détaillé, donc des questions plus pointues sur le projet pour qu'on puisse faire une évaluation beaucoup plus approfondie. On va vous demander votre budget détaillé. Donc, dans la déclaration d'intérêt, vous nous avez dit « Ah, j'ai besoin de 200 000 pour étaler sur 2 ans pour mon projet. » OK, bien décris-moi dans les catégories que j'ai parlé plus tôt, comment est-ce que l'argent va être distribué. On va également demander des preuves de partenariat, donc juste des lettres des partenaires qui vont indiquer leur rôle et leur niveau de participation. Puis si vous recevez des contributions en argent ou en nature d'autres sources, juste une lettre pour les confirmer. Isabelle, on a une question de Tommy. Tommy, je t'inviterai à poser ta question. Oui, parce que ma diapo est finie. Parfait. Merci. Dans le fond, pour les frais qui sont admissibles et non admissibles, on n'a pas couvert, ou en fait, je l'ai manqué peut-être, les frais indirects de recherche qui sont souvent prélevés dans les universités là, quand on reçoit des subventions. Est-ce que ces frais-là sont par-dessus le 100 000 ou le 100 000, le chercheur s'arrange pour jouer avec un montant qui va être moindre que le 100 000 parce que déjà, l'institution prélève un pourcentage de la subvention? Est-ce que ça, c'est... on a eu quelques projets financés par les universités. Souvent, c'est 15 % du projet pour les frais généraux, genre? Est-ce que ça dépend des universités, là, mais grosso modo, ça pourrait aller de 15, ça peut monter à 33. Là, ça dépend tout le temps comment ça fonctionne. Mais à 33 %, ça fait déjà un bon trou dans une subvention. Je voulais juste savoir si votre programme déjà planifie que le montant de 100 000 va rajouter les FIR en lien avec par-dessus. Comme ça, le chercheur il a sa pleine enveloppe. Donc, quand vous parlez du 100 000, là, je pense que c'est probablement parce que j'ai parlé de... Le 100 000, ce n'est pas un maximum de 100 000 par année. Là. Souvent, ça va être inscrit dans l'appel de proposition. Ça peut jouer un peu. Le 100 000, c'est juste pour déterminer combien de partenaires qu'il faut que vous ayez. Mais mettons que vous demandez 100 000 mettons. Ce frais-là que vous parlez là, nous, ça rentre dans les frais généraux. Oui, parce que ce que vous avez nommé là, les frais généraux, ce n'était pas là-dedans. C'est vraiment... C'est toute Oui, ça dépend par organisme. J'ai donné des exemples. Oui, OK. Fait que ces frais-là, ça rentre. Mais nous, on le considère comme des frais généraux, malheureusement. OK, parfait. Ouais. Puis c'est ça. Puis notre programme ne nous permet seulement de rembourser qu'un maximum de 15 % en frais généraux. Donc, si votre université vous demande 33 %, ça va être à vous d'aller le chercher ailleurs. Ça rentre dans votre... Tu sais, mettons que dans le 100 000 $ que vous demandez, ces frais indirects-là sont inclus, mais à un maximum de 15 % du financement total. C'est bon.
Parfait. Ça fait que, ouais, c'est ça. Malheureusement, si ça va au-delà de 15 %, ça va être à vous d'aller ailleurs, soit de l'absorber ou d'aller ailleurs chercher d'autres sous pour combler ça. Est-ce que ça répond à la question? Très bien, merci. Peut-être pas la réponse que vous vouliez, là, mais... Ah, mais non, en fait, il n'y a pas de... La meilleure réponse, c'est que ça couvre tout, mais le point, c'est ouais, qu'à la limite, vous venez de dire qu'il y a un montant. Donc, dans le dépôt du budget, ben, on vient juste inclure cette mécanique-là. Parfait. C'est ça. Puis c'est juste important, si disons que votre déclaration d'intérêt est choisie, puis là, vous soumettez un budget détaillé, ça va être juste d'inclure dans la description de ces frais-là que c'est un certain pourcentage soumis par l'université. Parce qu'encore une fois, dans le budget, c'est un peu, comme Dana m'a mentionné plus tôt, il faut toujours démontrer pour les activités, là, que c'est bien expliqué, c'est la même chose pour le budget. Il faut juste bien expliquer chaque dépense. Moi, j'avais fini. Oui, vas-y. Je vais ajouter un complément. Je pense que Isabelle l'a mentionné au début avec la présentation. Merci Isabelle parce que c'est pas mal détaillé l'information sur le programme, nos exigences et tout ça. Mais encore, c'est vraiment, on encourage, si on lance un appel de proposition, quand on lance un appel de proposition, c'est vraiment de lire toute la documentation de l'appel de proposition. Parce que là, c'est juste c'est un survol qui est assez détaillé, mais notre analyse ne va pas être faite sur, si vous soumettez une demande sur le fait que, oui, vous avez entendu l'information ici, mais on n'a pas mentionné telle information. C'est vraiment, notre analyse sera basée sur l'information qu'on a demandée ou qu'on a incluse dans l'appel de proposition. Donc, on demande vraiment de la lire. Et chaque appel de proposition, généralement, des choses se répètent. Les organismes éligibles sont généralement les mêmes. Catégories, les dépenses aussi sont généralement les mêmes. Mais des fois, par exemple, les priorités, on va changer et certaines priorités, on choisit juste quelques-unes, même si la loi est plus large, on a 7. Donc, c'est vraiment l'important. En fait, je répète ceci dans le sens l'importance de vraiment tout lire. Parce que nos appels de proposition sont généralement compétitifs, d'où l'idée de faire en 2 phases, là. Et on reçoit beaucoup plus de demandes que de fonds que nous avons, de fonds disponibles. Donc, malheureusement, l'analyse se fait avec l'information que nous avons reçue. Donc, l'avantage des 2 étapes, c'est qu'on peut aller chercher il y a une deuxième phase d'aller chercher plus d'informations. Mais si déjà la première analyse à la première phase, on se pose des questions sur l'éligibilité de l'organisation du projet ou bien comment les dépenses et les montants. Déjà, les chances qu'on retourne, ça dépend de combien de demandes. On ne peut jamais prévoir combien de demandes on aura reçues. Donc, le plus complet votre demande est, le mieux c'est pour nous aider à l'analyser de voir et de faire vraiment les liens avec les objectifs, répondre aux questions que nous posons. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu, je sais que ça peut varier, mais des calendriers de propositions puis de l'enveloppe moyenne annuelle? Est-ce que c'est 100 000 $, 5 millions? Ça nous aide un peu à mieux comprendre. Le calendrier dans notre lancement de l'appel de proposition? Oui. Est-ce que c'est pour cet automne, ce printemps, cet hiver? On regarde, on encourage généralement les organismes à se mettre sur notre liste, le nombre d'accessibilité à une liste d'envoi. Donc, okay. on encourage les gens d'être sur la liste, de vérifier notre site web, parce que des fois, les donations, par le passé, on a lancé l'automne, mais cette année, on regarde à le lancer plus tôt, le printemps. Okay. Mais on ne prend pas d'engagement, mais ça risque de venir assez rapidement. Donc, de s'assurer d'être sur notre liste d'envoi. Et puis, on met le calendrier de combien de temps on vous donne pour faire une demande. On essaie surtout quand on regarde le printemps, on essaie de donner assez de temps parce qu'on pense qu'il y a des vacances et tout ça. On essaie de donner assez de temps pour soumettre une demande et de donner assez de temps, nous aussi, de notre côté, de les analyser. Donc, on est en train de préparer notre documentation. On a mis quand même un peu les calendriers
quand est-ce qu'on demande, c'est quoi la date limite, quand est-ce qu'on pense vous revenir. Mais même comme c'est la première fois que nous lançons ce processus à 2 phases, on ne peut pas estimer combien de demandes nous allons recevoir. Donc, c'est sûr qu'on s'est donné plus de temps pour l'analyse. Mais c'est sûr que si on reçoit moins de demandes, on va répondre plus rapidement. Donc, quand vous allez le voir, vous allez dire, mais vous donnez beaucoup plus de temps. Donc, on donne ça. Pour ce qui est des budgets, nous, on dit quel montant maximum vous pouvez demander. Nos budgets varient. On a un budget annuel comme organisation, mais on a déjà des fois des montants qui sont engagés dans des ententes multi-années. Donc, c'est difficile pour nous de communiquer l'information parce qu'elle est très variante à chaque année parce que présentement, nous finançons des projets qui peuvent aller d'une durée d'une année à 3 ans. Donc, on a des montants déjà engagés de notre budget. Donc, on prend ça en compte aussi. Mais est-ce que vous allez financer plus de l'ordre de 1 projet ou de 5 projets? Je sais que je précise un peu la question, là, mais ça va un peu dans le sens de… En moyenne, historiquement, on a financé entre 6 et 18 projets par année. OK. Ça dépend des années, ça dépend des fonds disponibles, des priorités, tout ça. Puis oui, on aurait aimé répondre à votre question de calendrier, mais comme Dana m'a dit, c'est la première année qu'on fait ces 2 étapes-là. Ça fait qu'on est encore nous-mêmes en train de… Mais ça répondait bien, là, c'était de savoir dans quel trimestre ça s'inscrivait, pour dire quelque chose. Puis il faut toujours penser aussi que les processus peuvent quand même durer. Effectivement, même si au mois d'août, on lance quelque chose, ce ne serait pas votre avantage de dire mon projet va commencer en septembre parce que ce ne serait pas réaliste d'avoir cette toute petite fenêtre-là, mais ouais, quand on va le lancer, tous les échéanciers vont être indiqués. Il y avait si votre question est terminée, on pourrait passer à Germaine. Parler de partenaire national, on parle bien de partenaire pas canadien. C'est ça, on a une définition. Là, on aimerait que ça touche au moins des organismes qui touchent au moins à 4 provinces. Qui offrent des services dans au moins 4 provinces. C'est généralement la définition qu'on donne d'un partenaire d'un organisme national. Oui, parce qu'on sait qu'au Québec national, ça ne veut pas du tout la même affaire. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Tu sais, je pensais à un projet, puis vous allez peut-être, je pense que ça passerait pas, là, mais tu sais, je pensais à un projet de recherche sur les normes d'accessibilité aux soins de santé pour les personnes de déficience intellectuelle ou des TSA au Québec. Ça rentrerait pas dans ce genre de projet-là parce que c'est trop spécifique aux soins de santé au Québec. Oui, ça serait trop spécifique, mais il faut aussi penser qu'on va avoir des domaines de recherche prioritaires à chaque appel. Oui, c'était mon autre question. C'est ça, fait qu'il faut que vous avez une idée de ces domaines pour le prochain appel? Oui, mais parce que c'est de l'information privilégiée, on ne peut pas le partager. C'est pas qu'on veut pas, c'est juste que ce serait pas fair pour le reste du Canada. Ou le reste je m'attendais à cette réponse-là, je me suis dit. Au moins, on répond de la manière à ce que vous vous attendez. Fait que oui, mais c'est ça. Fait que de un, c'est comment votre projet est présenté, mais c'est ça, comme on a mentionné, il faut que ça relève de compétences fédérales. Donc, les soins de santé, d'habitude, vu que c'est provincial, ça risque de ne pas être admissible. Parfait. Merci beaucoup. De rien beaucoup. Bonne journée. Je peux juste ajouter un commentaire pour les domaines prioritaires. Isabelle a inclus les 7 domaines de la loi. Donc, ça ne va pas sortir de ça. Maintenant, on peut avoir des spécifiques, là, mais généralement, ça doit venir des 7, à moins qu'il y ait un nouveau règlement du gouvernement du Canada, mais ça peut être plus pointu, l'emploi, on peut dire juste l'emploi des jeunes, ou bien on peut dire le bâtiment, comme elle disait, les plus vieux bâtiments. Donc, on peut être plus spécifique ou plus large, mais ça va au moins tomber dans les 7. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir les montants alloués, mettons, annuellement aux différents budgets qui sont présentés, mais ce que j'en comprends, c'est qu'il n'y a pas, je donne un exemple, il n'y a pas une enveloppe budgétaire d'1 million par année qui est renouvelée à chaque année. C'est en lien avec aussi les projets précédents, donc combien d'argent il reste et pour les nouveaux, parce que ce n'est pas une enveloppe qui se renouvelle à chaque année, ce que j'en comprends. Là. Je vais juste clarifier, nous avons une enveloppe, mais l'enveloppe, vous savez, comme dans un budget
personnel ou bien nous avons une enveloppe à chaque année, mais ça varie parce qu'une partie est déjà engagée dans d'autres. C'est un petit peu ce que je disais, c'est ça. Oui. C'est comme elle est engagée dans vos projets précédents, donc il en reste moins. Mais il faudrait que vous ayez toujours de la nouvelle argent chaque année. C'est une suggestion. Donc, on s'assure, juste pour rassurer aussi du côté de la haute gestion, c'est sûr qu'ils veulent s'assurer qu'à chaque année qu'on commence une nouvelle année avec quand même un certain montant disponible. Donc, on ne va pas engager tout notre argent de l'année prochaine dans tous les projets déjà parce qu'on n'aura pas les moyens de faire un appel de proposition si on engage tous nos montants. Donc, c'est des choses qu'on prend en compte quand on est en train de négocier des ententes de financement pour limiter, on ne veut pas engager tous les montants qu'on a pour les années futures. Et l'argent vient principalement du gouvernement fédéral ou il y a une fondation aussi qui s'associe à ça? 100% du fédéral. OK. Oui, parce qu'on est un ministère fédéral, on est un organisme fédéral. Oui. OK. Et on vous encourage, à soumettre un budget, évidemment, donc qui rentre si dans l'appel de proposition, on vous dit demandez pas plus que 100 $ par année, mais là, venez pas nous demander 500 par année, là, c'est sûr, là, mais on vous encourage de soumettre votre budget selon vos besoins. Merci. Comment est-ce que vous définissez une norme? Parce que j'ai entendu pratique exemplaire. Est-ce qu'une pratique exemplaire, pour vous, ça... Alors, je ne savais pas trop votre définition d'une norme. C'est que les projets ne doivent pas viser à créer une norme. Oui. Parce que par exemple, dans les fonds admissibles, vous avez dit, si jamais on s'intéresse à mieux comprendre les pratiques exemplaires dans quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose d'admissible? Oui. Dana, moi, je n'ai pas accès à J'essaie de trouver la définition de norme, mais mon système, je n'ai pas accès. Je vais vérifier aussi notre site, voir s'il y a une définition des normes. Mais l'idée, quand Isabelle parlait, c'est de dire, parce que l'objectif de notre programme, c'est de financer de la recherche qui va informer le développement ou la création des normes d'accessibilité. Donc, tout ce qui va être utilisé pour créer une norme. Mais là, il faut qu'on vérifie, parce que nous, notre équipe, notre ministère a comme objectif la création et la révision de normes d'accessibilité. Donc, nous, notre équipe ne s'occupe pas de la création des normes d'accessibilité. On a une autre équipe qui s'occupe de ça. Donc, nous, on finance la recherche qui va aider le travail, pas seulement de notre ministère, mais partout au Canada et ailleurs, puisque l'une des exigences du programme, c'est de rendre public les résultats de votre recherche. Donc, les résultats de votre recherche ne devraient pas être utiles juste à nous, mais n'importe qui travaille dans le monde du développement et de la révision des normes d'accessibilité. Mais il faut qu'on regarde sur notre site, désolé, comment on définit. Non, ouais, parce que comme j'ai mentionné au début, c'est notre mandat, c'est d'élaborer les normes d'accessibilité pour les ministères fédéraux, les organismes du gouvernement, puis tout ça. Puis ces normes vont établir la façon dont ces organismes-là vont prévenir, identifier puis éliminer les obstacles à l'accessibilité. Donc, une norme, dans le sens de règlement, c'est juste que nous, les normes qu'on va faire, on n'est pas un organisme qui a la capacité de rendre ces normes-là réglementaires. C'est vraiment le ministre de l'Emploi, Développement de la main-d'œuvre, Inclusion qui va décider, OK, cette norme-là va être transformée en règlement. Donc, oui, je peux comprendre d'où votre question vient, dans le sens que vu que ce n'est pas un règlement, c'est suggéré, là, mais parce que je regardais un peu vos critères, les fonds admissibles, les projets, tout ça, puis je me dis, si je m'intéresse justement à développer, par exemple, des bonnes pratiques à quelque chose, là, pour moi, c'est plus large. Puis oui, ça pourrait informer le développement de normes. Si on dit, je sais pas moi, pour favoriser le transport, il faudrait, voici les bonnes pratiques.
Oui. Ça, c'est un projet. Oui, ça, c'est... Okay. Parce que ça va informer les comités techniques. Donc, on a des comités techniques au ministère qu'eux vont s'installer, puis ils vont faire des normes en vue que ça devienne des règlements. Ça fait qu'ils vont l'élaborer un peu comme un règlement, entre guillemets. C'est juste que je ne peux pas l'appeler un règlement parce que ce n'est pas nous qui avons l'autorité d'en faire un règlement, mais ça va être dans le but que ça devienne des règlements. Mm-hmm. C'est peut-être là la petite différence de bonne pratique de votre projet versus ça. C'est juste, il ne faut pas que vous venez puis, en votre projet puis vous dites « OK, mon projet va être transformé en règlement automatiquement, copier-coller en règlement. » Ce n'est pas ça qu'on cherche, c'est vraiment dans l'ensemble d'un règlement, entre guillemets, d'une norme que nous, on va faire, votre projet, vos bonnes pratiques peuvent être intégrées ou peuvent être utilisées pour développer ce règlement-là. Est-ce que ça répond à votre... Oui, bien en fait, moi, ce que je comprends, c'est que, on va y aller, en fonction du développement, de bonnes pratiques. C'est ça. C'est exactement autour de règlements sur l'accessibilité. De politique, en fait, de choses qu'on pense, là, puis que ça va pouvoir vous informer, pour le développement de règlements, de normes éventuelles, mais nous, on ne touche pas à ça, là, c'est vraiment de, ben voici, qu'est-ce que la recherche dit qu'il faut faire pour tel domaine. C'est ça. C'est ça. Puis ça peut être sur un aspect aussi, on parle, mettons, de l'emploi en général, l'emploi, c'est tellement vaste. Vous, ça peut être les bonnes pratiques pour la transition des jeunes en situation de handicap vers l'emploi. Ça peut être des bonnes pratiques sur ça. Ça fait que quand la norme sur l'emploi va être créée, ben ça va informer cette partie-là. Mais dans la notion de domaine ou prioritaire, là, ce qui a été présenté, on a parlé d'environnement, puis il y avait un mot à côté qui était bâti. Si je pense à Parc Canada, est-ce que ça fait partie des environnements? Oui, ça fait partie dans le sens où est-ce qu'on a déjà eu un domaine prioritaire spécifique à l'environnement bâti et aux environnements extérieurs. Est-ce qu'il y a une suite à votre question? Il y a l'air d'avoir Donc, ça voudrait dire qu'un projet qui vous serait déposé, mais qui inclurait cet espace-là, cet environnement-là, ce serait quelque chose de possiblement recevable? Tant que ça répond au domaine prioritaire de l'appel spécifique. Puis on va le dire aussi là, dans l'appel, parce que ça se peut que dans un appel, l'environnement bâti ne soit même pas un objectif prioritaire. Ça fait que dans ce cas-là, ça ne répondrait pas. Mais oui, on a toujours aussi des définitions de chaque domaine prioritaire dans la page de l'appel. Ça fait que si on a une définition spécifique pour un domaine prioritaire, on va le mettre dans le glossaire de l'appel de proposition. Excellent. Fait que j'espère... Fait que oui et non, finalement, là, la réponse, là, c'est... On va attendre. C'est ça. Oui, si ça s'applique. C'est bon. Marie-Lise demande, est-ce que les bonnes pratiques pour le logement sont incluses dans le... C'est un peu la même réponse que la réponse de Tommy. Ça va dépendre si dans l'environnement bâti, ça va dépendre comment vous présentez ça pour le projet, évidemment. Ça dépend si l'environnement bâti est une priorité à ce moment-là, parce que ça rentrerait là-dedans. On a eu auparavant une priorité qui ne va peut-être pas se répéter, mais on avait une priorité sur les mesures d'urgence. Ça fait qu'il y a des projets qui ont eu rapport avec ça, donc dans l'environnement bâti. Ça fait que, encore une fois, la réponse, c'est oui et non. Ça dépend vraiment de l'appel si les priorités vont toucher à l'environnement bâti et au logement. Puis ça dépend aussi de comment vous le présentez, parce qu'il y a certaines parties du logement qui sont plus sur le provincial et le municipal, puis il y a d'autres parties qui vont être sur le fédéral. Donc, c'est vraiment de s'assurer que ça va être en lien avec le fédéral. Merci. Parce que les bonnes pratiques... Ouais, de rien. J'allais juste dire que pratique pour le logement, ça comprend quand même un grand éventail de définitions. Donc, c'est ça. Il est 14 heures. On va rester en ligne quelques minutes pour ceux qui souhaiteraient poursuivre. Mais sinon, voilà, merci infiniment à tout le monde
je sais que souvent les rencontres s'enchaînent, donc voilà, on voulait. Merci. Puis, comme Dana me dit, si vous allez sur notre site web, vous pouvez vous inscrire, je crois, sur le site pour recevoir les bulletins de diffusion, puis tout ça, pour savoir quand le prochain appel va être lancé.